Amazigh. Les Amazighs sont les habitants de l'Afrique du Nord, depuis l'oasis de Sawa en Égypte jusqu'aux îles Canaries dans l'océan Atlantique. Les Amazighs sont divisés en plusieurs groupes. Chaque groupe s'est donné un nom spécifique. Guanche aux îles Canaries, Maurice au Maroc, Numide en Algérie. Et les Carthaginois en Tunisie, et les Libyens en Libye, et dans l'oasis de Sawa en Égypte. Les Touaregs sont présents au Sahara, en Mauritanie, au Sahara marocain, au Sahara algérien, au Mali, au Niger et au Sahara libyen. Parce que je suis marocain, je vais vous parler des Maures. Maures est un terme amazigh désignant les propriétaires de la terre. De ce nom dérive le nom Maroc et le nom Marrakech. Ce nom a été donné aux Marocains à l'époque du royaume mauritanien, qui remonte à avant 300 avant JC. Les capitales de ce pays comprennent Laïli, Lixos, Sheila et Tanger. L'un de ses rois les plus célèbres, Boukos ou Bakos, roi amazigh, qui dirigea le royaume de Mauritanie vers 110 avant JC. Ce royaume dirigeait le nord du Maroc et la moitié de l'Algérie actuelle. Ce sont quelques-uns des effets résultant de ce pays. Ce royaume tomba aux mains des Romains qui ont poursuivi leurs attaques contre l'Afrique du Nord pour étendre leur influence. Mais les Romains n'étant pas en mesure de contrôler totalement l'Afrique du Nord et le Maroc, c'est pourquoi un groupe de représentants politiques a pris le contrôle de l'Afrique du Nord, spécialisé dans la diffusion de la langue roumaine et dans la création d'un groupe d'échanges commerciaux dans l'intérêt des Romains et percevoir les impôts. Ces gouverneurs étaient d'origine amazigh, mais furent adoptés par les Romains. Le contrôle romain sur le Maroc a duré un siècle entier. Le Maroc a ensuite été divisé en de nombreux petits États, dirigés par des chefs tribaux. Les religions répandues à cette époque au Maroc étaient le christianisme monothéiste, le judaïsme, les religions païennes amazighs
et les religions païennes grecques. Sur l'autre continent, un nouvel État a été formé, qui était l'État islamique omeyyade. Après le début de son expansion, elle a beaucoup souffert en Afrique du Nord. Il y a eu de nombreuses guerres entre les Omeyyades et les Amazighs en Afrique du Nord. Après bien des difficultés, ils parvinrent finalement à contrôler l'Afrique du Nord et le Maroc, mais ce contrôle n'était pas sévère. Par conséquent, il fut contraint de placer des gouverneurs amazighs sur toutes les zones qu'il contrôlait en Afrique du Nord. Ces dirigeants amazighs recevaient des ordres de l'État central du Moyen-Orient, qui est le centre de l'État. Parmi ces dirigeants se trouve Tariq bin Ziyad, qui fut gouverneur de la ville de Tanger. C'est un Amazigh qui travaille pour la dynastie des Omeyyades. Il collecte les impôts des habitants de Tanger et les envoie à l'État central de l'Est. Il fut également en contact avec les princes de l'Empire byzantin de la péninsule ibérique. Après avoir appris qu'il y avait des tensions entre la poésie castillane et l'État byzantin, il décide de rassembler son armée amazigh et de prendre le contrôle de l'île ibérique. Ainsi, Tariq bin Ziyad fut la raison de l'extension de la dynastie des Omeyyades. La période de l'invasion de la péninsule ibérique par Tariq bin Ziyad est une période véritablement mystérieuse et aucun livre détaillé n'a été écrit sur la méthode de l'invasion. La plupart des livres qui en parlent ont été écrits après une très longue période sur les conquêtes islamiques de l'Andalousie. L'islam a commencé à se répandre en Afrique du Nord et après avoir entendu parler de l'islam et du noble message qu'il véhicule en matière de tolérance, de coexistence et d'égalité entre les peuples, ils se sont retrouvés encore victimes du racisme de la part des Arabes. La dynastie des Omeyyades a toujours considéré les Nord-Africains comme des résidents de seconde zone. Par exemple, les Amazighs ont noté qu'après leur conquête de l'île d'Ibérie, le butin était injustement envoyé au Moyen-Orient et qu'il y avait aussi une grande injustice de la part de l'État omeyyade moyen qui imposait de lourdes taxes aux habitants du Nord africain. Ainsi, les Amazighs commencèrent à se rebeller contre le régime et la doctrine kharijite commença à se répandre parmi les Amazighs. D'un système qui appelle à l'égalité entre toutes les croyances de l'État, basées sur l'esprit et la véritable essence de l'islam, et qui exige que le dirigeant ne soit pas nécessairement arabe. Cette doctrine devint célèbre parmi les Amazighs, ce qui les poussa à lancer une révolution qui débuta à Tanger, où les tribus Gamara, dirigées par Maïsara al-Madagri, se révoltèrent contre les Omeyyades. En 739, les Gamarides accrochèrent les livres saints à sa lance et les brandirent face aux Omeyyades. Les Amazighs libérèrent bientôt Tanger et exécutèrent Omar al-Mouradi. Ils se dirigèrent vers Salé et Sousse et les libérèrent, mais quelques armées Omeyyades arrivèrent et Maïsara al-Madagri retira ses forces à Tanger, mais les Amazighs le tuèrent et installèrent Khalid ben Hamad al-Zanati à la place. Immédiatement après son investiture, il mène une guerre contre les Omeyyades pour libérer Tlemcen et la partie orientale du Maroc. Il entra en guerre contre les armées arabes, tuant 10 000 d'entre elles. Après qu'Habib ben Ubaïda eut appris les résultats de la guerre, des renforts furent envoyés à Tlemcen et il envoya un message au calife Hicham concernant les désastres. Il s'est mis en colère et a dit: والله لأغضبنا لهم غضبة عربية ولا أبعثن لهم جيش أوله عندهم وآخره عندي ثم لا تركت حصن بربري إلا جعلت إلا جانبه خيمة قيسي أو تميمي. Il mobilisa une armée de 30 000 hommes et y envoya et ajouta 40 000 soldats. Finalement, le nombre de l'armée atteignit 70 000 soldats. En octobre 741, l'armée omeyyade rencontre l'armée amazigh dans la région de Kadoura, sur la rivière Zboué. L'armée amazigh comptait 200 000 soldats. Habib ibn Abi Ubaïda al-Fihri a envoyé un cahier des charges spécifiquement à Kaltoum ibn Ayyad al-Keshiri au nom de l'armée amazigh. Mais il a ignoré cet avertissement et a ordonné le début de la guerre. Les Omeyyades se sont donc dirigés vers l'armée amazigh, mais l'armée amazigh les a encerclés et les a vaincus. Elle s'est dirigée vers l'avant et a avancé, battant également la première rangée de soldats Omeyyades. Ainsi, les Amazighs tuèrent 40 000 soldats Omeyyades, et la bataille de Badour fut enregistrée comme la défaite la plus désastreuse de l'histoire du califat. La nouvelle de Magdoura parvint en Andalousie, ce qui poussa les habitants de l'Andalousie à se rebeller à leur tour contre les dirigeants Omeyyades d'Andalousie. Mais la plupart des Amazighs d'Andalousie étaient contre la secte kharijite et favorisaient la secte sunni. En Andalousie, le contraire s'est produit au Maroc, où les Amazighs se sont divisés en deux parties, l'une qui soutenait les sunnites et l'autre qui soutenait les kharijites, ce qui a permis aux sunnites
plus nombreux, de surmonter la répression de la révolution kharijite. Mais ces révolutions ne se sont arrêtées que lorsque le califat omeyyade a été renversé en Andalousie également et a conduit à la division de l'Andalousie en un groupe de petits royaumes. Et cette période a été appelée la période des rois taïfa. Au Maroc, les révolutions qui ont libéré le Maroc se sont poursuivies jusqu'aux frontières actuelles de la Tunisie. Les révolutions amazighs en Afrique du Nord et les guerres menées par la dynastie des Omeyyades contre elles ont conduit à la faiblesse de l'armée, ce qui a conduit à la chute de la dynastie des Omeyyades et à l'émergence de la dynastie des Abbassides. Les Amazighs fondent alors un groupe de petits royaumes, dont le royaume de Sijil-Massa au Maroc, le royaume d'Awaraba, le royaume de Bourgota et le royaume de Tangis, tandis qu'en Andalousie, ils fondent le royaume de Grenade. Le plus célèbre de ces royaumes est le royaume de Bourguata, qui a instauré une nouvelle religion mêlant la religion islamique, la religion juive, la religion chrétienne, ainsi que les anciennes religions païennes. Abdullah bin Yassine, figure amazigh de la tribu Sanhaja, a étudié dans la ville de Cordoue, en Andalousie, et a enseigné la charia et la religion islamique. Il retourne au Maroc auprès des tribus du Sud Souss, où il lance son appel à la correction des enseignements religieux. Ce fut le début du noyau de l'État almoravide au Maroc. Au Xe siècle, l'État almoravide commença à s'étendre et des guerres éclatèrent. Dans les guerres avec les Bargawatines, Abdullah bin Yassine fut tué et le frère d'Abou Bakr ibn Omar al-Mathouni fut installé, qui mit fin à sa carrière et devint le dirigeant de tout le pays. Le royaume du Maroc. La ville de Marrakech a été fondée par les tribus amazighs Gomata. C'est pourquoi Youssouf bin Tachfin et Zainab al-Nafzawi ont ordonné sa construction pour en faire leur capitale. Pour l'État almoravide, Youssouf bin Tachfin a également conduit son armée à gouverner l'Andalousie. Au fil du temps, le mouvement almohade a commencé à apparaître dans la région du Souss. En 1106, un jeune amazigh, Amgar bin Toumart, quitta son village pour se rendre à la Mecque. Pour accomplir le Hajj et à son retour, il se rendit à Bagdad afin d'apprendre une éducation islamique qui lui manquait. Il décide alors de retourner au Maroc et d'établir son état almohade. Expulsé de Fès et de Marrakech, il retourne dans son village pour établir le mouvement almohade sur les collines de l'Atlas et fonde la forteresse de Tienmel, dans lequel il apparaissait comme le fondateur de l'état almohade et affirmait qu'il était le Mahdi attendu. Il s'appelait alors Al-Mahdi ibn Toumart. Il lança une guerre contre Marrakech, mais celle-ci échoua et, après sa mort, Abd al-Mu'min nomma les Amazighs à la tête des tribus, Amazighs almohades. De tribu en tribu et de village en village, les Almohades ont pu contrôler la plupart des régions du sud du Maroc. Puis ils ont mené une guerre contre les Almoravides à Marrakech, les battant, et ainsi ils ont pu obtenir tout le Maroc et l'unifier. Puis ils déclenchèrent des guerres pour étendre le territoire du Maroc vers l'Andalousie et aussi l'est du Maroc jusqu'aux frontières de la Tunisie, et en 1146, les Almohades purent contrôler la Tunisie et une partie de la Libye. Les Almohades ont réuni une grande partie de la patrie amazigh en un seul grand empire, et les États almohades et almoravides ont donné naissance à un héritage islamique unique, car les Amazighs ont produit un modèle architectural amazigh magnifique et distinctif. Parmi les monuments restants de ce grand architecte figure le dôme almoravide de Marrakech, la grande mosquée de Tlemcen et la mosquée Al-Karawiyyin en Tunisie et à Fès. Les Almohades se distinguent par la création d'universités scientifiques dans le monde. Comme le disait le grand voyageur Amazigh ibn Battuta, fier de son Maroc et comparant toujours les pays du Maghreb à la plupart des pays qu'il a visités, soulignant la supériorité du Maroc en matière d'architecture, comme il le dit à la page 21 de son livre, أهل المشرق لا يقدرون على المعمار المغربي المعروف بالإتقان والنقش وحسن البناء. Les Amazighs ont également développé le domaine du textile, et cela devient évident quand on regarde les bannières et les drapeaux utilisés par les Almohades et qui sont encore conservés en Espagne. Les Amazighs ont également développé les écritures en langue arabe, afin que la langue arabe devienne une partie de la culture et de l'identité amazigh. Les Almoravides et Mouhaïdines furent les premiers à utiliser la calligraphie arabe en architecture et à exprimer l'art et les proverbes amazighs comme une forme d'architecture. Les Almohades ne s'intéressaient pas seulement à l'architecture, mais également aux scientifiques,
car un grand groupe de scientifiques, de philosophes, ainsi que d'historiens, d'astronomes et de mathématiciens se sont formés au cours de cette période, et la médecine aussi. Nous mentionnons quelques-uns des noms brillants qui ont émergé de cette période. La personnalité Amazigh Abbas ibn Firnas, qui fut le premier à tenter de voler au monde. Parmi ses inventions figurent des stylos à encre, des lentilles qui corrigent la vision et une machine qui surveille le mouvement du soleil, de la lune et des planètes pendant la nuit. Il était également sculpteur et travaillait le plâtre et le marbre. Il a également inventé une machine pour observer les étoiles et une machine qui a construit le premier planétarium sur son maison pour collectionner les étoiles. Il a également inventé la première horloge à eau au monde. En outre, le scientifique Ibn al-Yasmin al-Fassi, érudit amazigh, a contribué à l'invention des nombres poussiéreux, qui sont les nombres que nous utilisons aujourd'hui. Les nombres poussiéreux sont apparus pour la première fois au Maroc et ont été inventés sur la base que chaque nombre porte un certain nombre d'angles. Le nombre d'angles représenté par ce nombre du Maroc, il s'est déplacé vers l'Andalousie. De l'Andalousie, il s'est déplacé vers toute l'Europe et de l'Europe, il s'est répandu dans le monde entier. Ainsi, les nombres inventés par les amazighs marocains se sont répandus dans le monde entier. Certains les appellent chiffres arabes, uniquement parce que la première fois que les amazighs les ont utilisés, ils les ont utilisés dans les textes religieux qui a été écrit en arabe. Ces chiffres sont considérés parmi les choses que les amazighs ont présentées à la langue arabe et au monde. L'historien amazigh Leïn al-Afriki, ou ce qu'on appelle aussi Hassan al-Wazan, est d'origine fassi. Il était historien et nous a parlé d'une période il a vécu au Maroc et en Andalousie. Ibn al-Bitar était un médecin et botaniste amazigh. Il est né à Malaga, en Andalousie, en 1197. Et est mort en 1248. Il était un expert en botanique et en pharmacie, et le plus grand botaniste. Époque, et a eu de grandes contributions dans les domaines de la pharmacie et de la médecine. Sans oublier de citer quelques femmes marocaines amazighs, nous avons contribué au savoir durant cette période. Nous mentionnons en particulier Zainab al-Nafzawi, qui a contribué à l'architecture de la ville de Marrakech que nous voyons aujourd'hui. Aïcha al-Jayar est une médecin célèbre au Maroc et en Andalousie. De nombreux chercheurs, hommes et femmes. À cette époque, le Maroc et l'Andalousie étaient une destination pour les universitaires et les étudiants, et un grand nombre d'universitaires étaient diplômés des universités marocaines et andalouses, au point que l'État abbasside envoyait ses étudiants en Andalousie et au Maroc pour apprendre les sciences et la médecine, l'astronomie, mais aussi l'artisanat. Aussi, le premier diplôme de médecine au monde était celui de Fès. Ce certificat a été décerné à Abdullah bin Saleh al-Hariri al-Khatami, botaniste et pharmacien amazigh. Il vivait dans l'état almohade et était pharmacien à la cour almohade. Il était l'un des plus grands professeurs d'herbes et de médicaments au monde. Cela indique que les amazighs marocains étaient intelligents dans les domaines scientifiques et médicaux, tout comme les écoles et universités amazighs qui existaient avaient un système et délivraient des certificats et des documents prouvant le type de leur diplôme et ce qu'ils étudiaient. En 1492, l'état almohade commença à tomber et ce qui nous apparut était l'état mérinide, qui connut la continuation de la civilisation amazigh marocaine, car de nombreuses écoles au caractère architectural unique et magnifique furent fondées, dont les écoles mérinides de Salé, l'école Abou al-Hassan al-Marini, l'école Tari à Fès, l'école des martyrs à Meknès, l'école Bouinania à Fès et l'école marinide à Fès, Bouinania à Meknès. Ces écoles sont considérées comme un chef-d'œuvre architectural distinctif du Maroc et vous ne trouverez rien de tel dans le monde. أريد التأكيد على أن الأمازيغية التي تمتد جذورها في أعماق تاريخ الشعب المغربي هي ملك لكل المغاربة دون استثناء، ولأن الأمازيغية مكون أساسي للثقافة المغربية وتراث ثقافي زاخر شاهد على حضورها في كل معالم التاريخ والحضارة المغربية، فإننا نولي النهوض بها عناية خاصة في إنجاز مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي